Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Michel Grésille, administrateur, chef de projet des journées de conférences et d'échanges de la Société nationale d'horticulture de France, la SNHF, passionné de plantes depuis ma plus tendre enfance. Bienvenue et merci à toutes et tous d'avoir répondu à l'invitation de la Société nationale d'horticulture de France qui vous a proposé depuis le 25 janvier sa 42e journée de conférences et d'échanges sous forme d'une série de 3 webinaires avec pour thème « Santé des plantes, mieux les protéger dans leur environnement ». Usuellement, les journées de conférences et d'échanges de la SNHF se tiennent en présentiel sur une seule journée sur différents sites de la France métropolitaine. Aujourd'hui, elles ont innové avec une nouvelle présentation, à savoir avec des séries de conférences en ligne permettant ainsi un accès à un plus grand nombre d'auditeurs. Je vous rappelle que la SNHF, depuis 1827, est un lieu de rencontre et d'échange, de diffusion des connaissances et des savoir-faire horticoles, ouvert à tous les passionnés des plantes, professionnels comme amateurs. Je me dois aussi de vous dire que le thème de cette 42e journée s'inscrit pleinement en déclinaison du colloque scientifique de la SNHF, à savoir celui de novembre 2020, Santé des plantes, ressources naturelles et biologie contemporaine, et ce, avec des retours d'expérience. Dès à présent, je tiens à remercier très chaleureusement nos partenaires, Valor et l'enseignement agricole, l'aventure du vivant. Tous les intervenants de leur contribution à ces webinaires, aux participants du groupe de travail, Yvette Daté, présidente du conseil scientifique, Jean-Pierre Théodon, du comité fédérateur, Laurent Richard, de l'enseignement agricole, Michel Javois et Alice Piacibello, du pôle Jardiner Autrement de la SNHF, Maxime Cumunel, notre directeur, Marion et Corinne de la SNHF, lesquels, à mes côtés, m'ont aidé à monter cette journée. Enfin, je tiens à vous remercier, chers auditeurs, de votre présence. Je remarque pour le moment 210 participants. J'espère que vous trouverez beaucoup de plaisir à suivre ces conférences en ligne qui vont se succéder aujourd'hui. Une première intervention composée avec les mauvaises herbes, une seconde, les plantes résistantes aux bioagresseurs et une troisième, alors je le prononce en français, le concept « Une seule santé ». Je vous remercie de votre attention. Maintenant, après cette brève introduction, mon rôle sera d'animer notre après-midi. Pour un bon déroulé sur un plan de la technique, je vous demande pour vos questions à poser à nos intervenants de les rédiger uniquement dans la fenêtre Q et R au bas de vos écrans pour que je puisse les capter. À la suite de chaque exposé, je me chargerai de les poser à notre conférencier. Je vous demande de ne pas utiliser la fenêtre Converser pour vos questions. Je vais maintenant céder la parole à François Léger, notre premier intervenant. François Léger, enseignant-chercheur en agroécologie à AgroParisTech. François, je vous rappelle que votre exposé est de 25 minutes. C'est à vous de jouer. Bonjour, voilà, là ça doit marcher normalement. J'imagine que vous voyez mon écran avec… C'est parfait, François. Bon, eh bien donc tout va bien. Donc bonjour. Oui, je vais parler aujourd'hui de composer avec les mauvaises herbes, en ce sens que l'une des questions qu'on peut se poser face aux adventices, c'est de savoir si jusqu'où en quelque sorte pose-t-elle des problèmes et comment faire en sorte pour arriver non pas à les éradiquer,
mais beaucoup plus à arriver à cohabiter avec celle-ci. Et je m'appuierai pour cela sur l'exemple de maraîchers que j'ai eu l'occasion d'étudier dans le cadre d'un programme de recherche financé par la Fondation de France, dont je vous parlerai ultérieurement. Mauvaises herbes, oui, définitivement, les mauvaises herbes sont mauvaises dans notre tradition. Et cette tradition, finalement, elle est culturellement extrêmement ancienne. On pourrait dire que l'enfance de l'agriculture euro-méditerranéenne se présente comme un combat permanent contre les mauvaises herbes. Je citerai là la Genèse, le seul est maudit à toi, c'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie, il te produira des épines et des chardons, etc., etc. Épines et chardons, en fait, dans ce texte fondateur de nos cultures, finalement, sont clairement identifiés comme l'adversité absolue pour l'agriculteur et le cultivateur. Et tout au long de l'histoire agronomique qui est la nôtre, la question de la lutte contre les mauvaises herbes va être absolument centrale, à la fois parce qu'elles sont un obstacle à la fertilité, mais surtout parce qu'en fait, elles déterminent également la pénibilité du travail. Épines et chardons, comme leur nom l'indique, c'est des trucs qui ne font pas du bien. À l'âge classique, les jachères, les rotations ont pour fonction non seulement de permettre une restauration de la fertilité des sols, suivant le principe qui veut que le bon cultivateur est celui qui sait entretenir son fond et le rendre propice à la production, mais les jachères et les rotations ont également une fonction essentielle qui est celle d'arriver, tant bien que mal, à contrôler les mauvaises herbes. Si on va un peu plus loin et qu'on regarde la révolution agronomique qui va s'opérer à partir de la moitié du 19e siècle, cette révolution, elle part de la chimie agricole, elle part des travaux de Liebig, elle part des travaux de Boussingault, qui s'intéressent principalement à la nutrition des plantes et qui réduisent la nutrition à un phénomène de captation d'éléments minéraux dans les sols. En même temps, on va s'intéresser aux maladies, à leur origine, à la façon dont elles affectent les tissus des plantes cultivées. Et quand on regarde dans l'histoire de la recherche agronomique au XIXe siècle et pendant très longtemps, on se rend compte que les mauvaises herbes ne sont pas un sujet d'interrogation. Les mauvaises herbes sont une question, ou plutôt n'en sont pas une. Le problème, c'est de les éliminer. Et c'est au machinisme agricole d'abord, puis à la chimie des herbicides, que va être déléguée la tâche de, effectivement, liquider les mauvaises herbes. Et quand je parle de liquider, il s'agit bien de s'en débarrasser le plus totalement possible. Et dans ce souci de se débarrasser des mauvaises herbes, on pourrait dire que ce n'est pas seulement une raison agronomique qui est derrière. En fait, si le caractère absolument détestable des mauvaises herbes ne souffre absolument aucune discussion, c'est non seulement parce qu'elles sont préjudiciables aux cultures par les effets de concurrence qu'elles vont procurer, mais également parce que les mauvaises herbes dans un paysage agraire, dans un champ, en fait, sont le signe du mauvais cultivateur. On connaît tous le dicton qui dit qu'un binage vaut 2 arrosages, mais en fait, ce qu'on entend le plus, je dirais, dans la bouche, non seulement des cultivateurs, mais des jardiniers, c'est l'idée qu'il faut que ce soit propre. Et si les champs, si les jardins doivent être propres, c'est finalement parce que ce propre donne une image de soi-même en tant que jardinier ou cultivateur. Et les mauvaises herbes, c'est en quelque sorte ce qui gâche l'harmonie des champs et des jardins et ce qui dit tout le mal qu'on doit penser de ceux qui s'en occupent justement insuffisamment bien. Un jardin avec des mauvaises herbes, un champ avec des mauvaises herbes, c'est un jardin de paresseux, c'est un jardin de quelqu'un qui n'a pas les moyens, d'économiquement faible, et c'est surtout quelqu'un qui était respectueux de ses visiteurs et de ses voisins. Et on aura, y compris très précocement, des lois, par exemple, sur l'éradication obligée d'un certain nombre de plantes, en particulier les chardons. Donc, en quelque sorte, la mauvaise herbe, c'est à la fois un problème agronomique
mais aussi un problème social en ce sens que la présence des mauvaises herbes marquerait le non-respect d'un certain nombre de normes sociales. Et quand on regarde dans l'histoire, cette irresponsabilité sociale de celui qui laisse pousser les mauvaises herbes, elle répond aussi, regardons par exemple la littérature ou la peinture. En fait, si vous observez les chants des impressionnistes ou d'autres peintres du 19e siècle, vous vous rendrez compte que dans ces chants, en fait, il n'y a pas de mauvaises herbes. C'est ou des champs de mauvaises herbes magnifiques, c'est les coquelicots de Monet. Mais les coquelicots de Monet, en fait, ne laissent pas de traces à une plante cultivée qui serait associée à ces coquelicots. Il y a en quelque sorte d'un côté la mauvaise herbe qui renvoie au sauvage et de l'autre côté le champ qui renvoie au domestique. Et quelque part, le propre marque la différence entre le sauvage et le civilisé. Cette dimension sociale des mauvaises herbes doit être tout sauf négligée. Si on regarde aujourd'hui les difficultés que certains éprouvent pour se débarrasser, par exemple, du glyphosate, on se rendra compte que, en fait, ce n'est pas seulement l'absence d'alternative qui pose problème, mais l'absence d'alternative qui garderait le terrain aussi propre qu'on souhaiterait qu'il le soit. Or, quand on regarde ailleurs qu'en Europe, on se rend compte que ce côté, cette fatalité absolue que représenteraient les mauvaises herbes, ce n'est pas toujours aussi présent que cela. Prenons un exemple. Vous connaissez sans doute tous ce qu'on appelle la milpa en Amérique centrale, c'est-à-dire ces champs généralement entrecoupés de temps de jachère assez longs, où on va cultiver ensemble maïs, haricots et courges. C'est les fameuses 3 sœurs de l'Amérique centrale. En fait, quand vous connaissez ces champs, moi je trouve que j'ai fait mon doctorat sur des systèmes agricoles traditionnels au Mexique, doctorat d'écologie et pas d'agronomie en fait. Vous vous rendez compte que les paysans, certes, cherchent à éliminer certaines herbes, mais pas toutes. Celles qu'ils n'éliminent pas sont celles qui peuvent avoir une utilité alimentaire. Et en particulier, beaucoup de plantes peuvent être utilisées soit pour l'alimentation du bétail, soit comme condiment, soit comme herbe médicinale. Mais s'ils gardent en fait une densité assez conséquente de mauvaises herbes sans se préoccuper tellement de l'impact sur les rendements de maïs ou de courges ou de haricots, c'est aussi parce qu'ils savent que ces mauvaises herbes qu'ils ont conservées, qui ne sont pas si mauvaises que ça, seront celles qui vont reconstituer un couvert végétal très rapide après la période de culture, au cours duquel non seulement on va reconstituer la fertilité des sols, mais aussi éliminer un certain nombre de plantes de type pionnière qui pourraient être effectivement préjudiciables aux cultures. Finalement, ce qui est gardé dans ces milpas, c'est ce qui ne fait pas trop de dégâts, en quelque sorte, ce qui a une utilité et ce qui permet d'inscrire la culture dans un temps long d'alternance jachère, cycle de culture, sans que les revenus futurs ou le rendement futur de ces cultures soient notablement affectés. Et le regard des paysans latino-américains sur les cultures, en fait, et sur les adventices, en fait, il est plus proche de celui que désormais on va porter sur les agroécosystèmes quand on parle d'agroécologie, dans la mesure où, au contraire, il va s'agir non pas de faire systématiquement contre la nature et les adventices, mais de faire avec elle afin finalement de produire, de construire un agroécosystème qui fonctionne sur le plan écologique de façon favorable, c'est-à-dire au sein duquel le recyclage des matières et de l'énergie soit le plus possible bouclé à l'intérieur même de l'espace considéré,
donc sans avoir besoin nécessairement d'apports massifs externes, et d'autre part, de créer un réseau d'interaction biotique très dense qui permettra en fait de limiter par le type d'interaction qui vont se faire, par exemple entre ce qu'on appelle communément des auxiliaires et des ravageurs, de limiter l'impact des ravageurs, des maladies, en deçà d'un plafond où il serait insupportable. Et donc cette idée que finalement l'agroécologie, c'est un pilotage qui arbitre entre le rôle que toutes les composantes d'un agroécosystème, y compris les adventices, ont dans la production de ce qu'il est convenu d'appeler des services écosystémiques et la production elle-même. On sort du paradigme fondateur de l'agronomie du 19e siècle européen, qui était que tout devait être fait pour maximiser la production et les rendements. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des baisses massives de rendement. Et on se rend compte dans des systèmes agroécologie bien conduits que ce jeu avec la nature-là n'induit pas en fait une perte de rendement aussi considérable qu'elle obère le bénéfice en termes de coûts de production apporté par cette utilisation bien comprise des services écosystémiques. Finalement, du point de vue du cultivateur, un système agroécologique peut être plus rentable, non pas parce qu'il produit plus, mais d'abord et avant toute chose, parce que les coûts de production y sont très significativement réduits. Et donc, on va avoir un certain nombre d'agriculteurs aujourd'hui qui s'inscrivent dans cette logique-là. Et la question du glyphosate est clairement un marqueur par lequel se différencient ces agriculteurs soucieux d'agroécologie et les autres. Ceci dit, abandonner les herbicides, c'est clairement pour certains une réalité en marche, mais ça reste une tâche difficile. Pour ce qui est des jardins privés, pour ce qui est des jardins publics, la loi désormais prohibe l'utilisation des pesticides ou des produits chimiques, et donc il va falloir faire avec. Pour les champs, cette prohibition, vous le savez tous, elle n'est pas encore en vigueur, même si on promet chaque année la suppression du glyphosate qui se recule un petit peu plus le temps avance. Mais en fait, les cultivateurs vont trouver un certain nombre de solutions qui leur permettent de se débarrasser du glyphosate. Évidemment, c'est du côté de l'agriculture biologique, puisque par principe, elle n'utilise pas d'intrants chimiques, qu'on va avoir eu probablement les innovations les plus marquantes. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui ne sont pas forcément en agriculture biologique, mais qui cherchent à se débarrasser du glyphosate aussi en utilisant d'autres techniques. Les techniques, on les connaît, ça peut être le paillage systématique, par exemple. Enfin, ça, c'est surtout dans les jardins, disons-le. Le désherbage thermique, là aussi, c'est plutôt les jardins. Le désherbage mécanique qu'on va rencontrer chez beaucoup d'agriculteurs soucieux de se débarrasser justement des herbicides chimiques. Autre technique simple et de bon goût, si on veut, c'est le paillage plastique. Et vous connaissez tous ces champs de melons, par exemple, où la même machine pose un film plastique, pose un film plastique, et immédiatement après, enfin, le même système de machine plante les jeunes plants de melons. Voilà, ça pour d'autres cultures aujourd'hui. Malgré tout, si on prend le cas des agriculteurs biologiques, par exemple, ils sont bien obligés de constater que vouloir être dans le même paradigme d'éradication des mauvaises herbes est quand même quasiment impossible. Et donc, il va falloir apprendre à faire avec les herbes. Et que tout l'enjeu pour eux, c'est d'avoir un degré de salissement, pour reprendre un terme qu'on utilise quelquefois, certes pas nul, mais acceptable du point de vue de la production. Et finalement, de faire un arbitrage entre présence d'adventices, rendement et travail à accomplir et coût de ce travail.
ceci dit, dans cette démarche de recherche d'un arbitrage, sinon d'un point d'équilibre, je n'aime pas tellement le terme équilibre à ce sujet, parlons plutôt de résultats d'arbitrage, rendement, travail, présence de mauvaises herbes, on a un certain nombre de gens qui vont plus loin et qui disent mais finalement mon problème, ça va être d'apprendre bien plus que juste accepter qu'il y en a une partie, mais toujours subir cette partie qui resterait d'adventice, c'est plutôt apprendre à faire avec. Apprendre à faire avec vraiment. Et donc, apprendre à composer avec les adventices. Et c'est là que l'exemple des maraîchers avec lesquels nous avons travaillé dans un programme qui s'appelait Savoir écologique et maraîchage biologique, donc la Fondation de France, qui avait été en fait initié clairement par un groupe de petits maraîchers en agriculture biologique, pratiquant une assez grande diversité de cultures légumières, au minimum une vingtaine d'espèces cultivées, jusqu'à 50-60, entre espèces et variétés malgré tout. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc 3 groupes, du Luberon, de Lorraine et de l'Isère sur le plateau du Trièves, et qui, eux, s'intéressaient en fait à une réflexion sur comment on faisait pour faire avec la nature, pour composer avec la nature, que cette nature soit la flore du sol ou la faune du sol, les adventices, les auxiliaires de culture, les ravageurs de culture, etc. Et donc ce travail, il s'est fondé sur une méthode qu'on appelle l'autoconfrontation, c'est-à-dire que nous avons filmé des maraîchers en train de travailler sur un certain nombre de thèmes qu'on avait retenus pour ce travail. Donc, le premier thème, c'était la question des adventices et du désherbage. Le second thème, c'était la question de la fertilisation. Le troisième thème, la question de la gestion de l'eau. Je ne vous parlerai ici, bien sûr, que du thème concernant les adventices. Et en fait, donc cette technique de l'autoconfrontation, on filme les gens en train de travailler. On fait un petit montage rapide parce que ça peut être très long et très répétitif quand on a 40 ou 50 minutes ou 1 heure de film. On fait un petit montage avec la personne qui travaillait, qui va expliquer ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Et ensuite, à partir de la captation de cette autoconfrontation simple, en face à face, et des images, on a fait des poules, des panels de maraîchers d'abord, pour discuter ensemble de ce qui se disait, et ensuite avec des consommateurs ou des gens qui étaient proches de ces maraîchers, pour finalement voir si les valeurs qui fondaient l'action de ces maraîchers étaient partagées avec ces consommateurs. Donc, résultat, je vais y aller quand même très rapidement, il y a des résultats très très nombreux sur finalement cette intelligence écologique particulière de ces maraîchers diversifiés sur petite surface. Mais concernant les mauvaises herbes, quelque chose qui ressort et qui est absolument essentiel, c'est le fait que ces mauvaises herbes, ma foi, ne sont pas mauvaises en permanence. Et que la question de la concurrence entre culture et mauvaises herbes se pose à certains moments et pas à d'autres. Et donc, tout le problème qu'ils vont avoir, ça va être de savoir à quel moment ils sont effectivement… je vais peut-être changer de diapositive, ça pourrait être sympathique, parce que je parle, mais… donc, faire avec les mauvaises herbes. Donc, ces très petites exploitations maraîchères, je vous le disais, il n'y a pas de mauvaises herbes en permanence. Et pour savoir à quel moment, en fait, ils doivent intervenir, en fait, ce qu'ils font, c'est de croiser des informations sur la phénologie des cultures. Est-ce qu'elles poussent rapidement? Est-ce que la vitesse initiale de croissance est importante? Quelle est leur profondeur d'enracinement? Quelle est l'importance de leur développement végétatif, de leur croissance en hauteur, etc. Est-ce qu'il y a des problèmes techniques particuliers à la récolte, d'un côté, et de croiser ces informations avec ce qu'ils savent de la flore d'adventice à laquelle ils sont confrontés. Et une flore d'adventice dont ils connaissent la composition à peu de choses près, à l'avance,
du fait de l'expérience passée, mais aussi du fait des pratiques qu'ils ont eues dans le passé pour contrôler certaines particulières, en particulier avec la façon dont ils travaillaient le sol à l'automne. Et je prends un exemple qui est celui des carottes, qui est l'une des plantes les plus désagréables qui soit à désherber. En fait, on s'est rendu compte que dans les 3 zones sur lesquelles nous travaillions, et qui étaient écologiquement quand même très différentes, hein, entre de la Lorraine au Vaucluse, en passant par la montagne, en fait, les principes qui guidaient leur action étaient les mêmes. La carotte, ça pousse lentement. Donc, il faut faire un désherbage précoce et très soigneux. Une fois que ces carottes ont atteint un développement suffisant, en fait, ce n'est plus tellement la peine de désherber. La concurrence des mauvaises herbes ne leur sera pas si préjudiciable que cela. On fera éventuellement d'autres désherbages, surtout sur le rang, en particulier au moment où on dessert les carottes pour avoir des carottes qui aient une belle tête. Et beaucoup de ces maraîchers, finalement, arrêtent de désherber des carottes une fois que le feuillage de celles-ci est suffisamment développé à leur goût. Et ils expliquent que finalement, à l'épreuve de leur expérience, laisser les mauvaises herbes passer ce stade n'était pas véritablement un problème. Et d'autre part, ils signalent également que ces adventistes, excusez-moi, je ne sais pas, je n'arrive pas bien à manipuler mes 2 écrans en même temps sur cette projection, vous m'en excuserez. Ce qu'ils voient aussi, c'est que les adventistes sont des plantes qui peuvent avoir une certaine utilité, en ce sens qu'elles participent de la construction de l'habitat et des réseaux trophiques qui permettent l'installation d'un certain nombre d'auxiliaires utiles. Les graines de mouron blanc, les graines de kénopode, en fait, sont une ressource alimentaire importante pour les oiseaux. Et les oiseaux qui consomment un certain nombre d'insectes. Les anges, par exemple, qui peuvent contribuer à abaisser, non pas à éliminer, hein, mais à abaisser la pression d'un certain nombre de ravageurs pénibles. D'autre part, en fait, en n'ayant pas un espace où il n'y a que les cultures et le sol nu, en quelque sorte, mais des espaces refuges, elles pouvaient finalement attirer également un certain nombre de ces ravageurs, qu'elles pouvaient faire obstacle à la circulation de certains spores de champignons, etc. Toutes choses finalement mal démontrées par la science, mais confirmées par l'expérience de cultivateurs ou de ce type un peu partout dans le monde et quelles que soient les zones géographiques. Alors évidemment, le problème, c'est que l'esthétique du jardin, ma foi, elle est quand même assez différente de celle dont on a l'habitude. Et cette esthétique peut être, y compris pour ces maraîchers, un problème. Ils ont l'impression d'être dans un champ sauvage. Et les gens qui fréquentent ces fermes et qui achètent leurs produits peuvent avoir les mêmes réactions. Je vous cite une des réactions enregistrées d'un client d'une des fermes du Trièvre qui nous disait « La première fois que je suis venu à la ferme, c'était fin juin, j'ai été choqué. Je me suis dit, quel bordel, comment ils retrouvent leurs légumes, il n'y a que des mauvaises herbes ou quoi. Ça ne ressemblait vraiment pas au potager de mon grand-père. Je m'y suis fait, puis de toute façon, ils avaient des bons légumes, alors, et puis finalement, ce n'est pas si moche. » Et c'est vrai que derrière cette question du composé avec les mauvaises herbes, il y a certes des équilibres agroécologiques ou économiques qui doivent être recherchés, mais également peut-être une remise en cause du regard esthétique et culturel que nous portons sur les mauvaises herbes. Finalement, composer avec les mauvaises herbes, c'est probablement changer de modèle culturel et changer de modèle culturel aussi dans la façon dont nos sociétés définissent la partition du monde entre un espace qui serait autorisé aux sauvages et un espace qui lui serait interdit. Et finalement, quand on parle d'agroécologie et de transition, quand on observe les difficultés derrière cette transition, c'est d'abord parce qu'apprendre à composer, avec les mauvaises herbes en particulier, mais avec d'autres éléments de biodiversité présents dans les espaces agricoles, c'est un véritable changement culturel profond pour beaucoup de cultivateurs, mais aussi parce que c'est un changement culturel en général qui nous interpelle sur ce qu'est une belle campagne, sur ce qu'est un champ beau, donc propre, etc. Donc,
changer, composer avec les mauvaises herbes, c'est à la fois affaire de savoir écologique, mais aussi de réflexion sur notre propre culture et notre relation au vivant en général. Voilà. Donc, j'ai un petit problème sur les changements de diapositive. Ah, excusez-moi, voilà, là je vais y arriver. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis vraiment désolé pour enfin, ce n'est pas la première fois qu'on utilise cette diapositive illustrant le jardinier paresseux. En fait, c'était un des jours où nous revenions d'un très long entretien avec les agriculteurs et donc c'est un de mes collègues enseignant à Supagro Florac qui avait eu légitimement le souhait de faire une petite sieste. Voilà, et donc je souhaitais m'excuser auprès de lui de l'utilisation presque abusive de cette image. Excusez-moi pour les passages de diapos un petit peu, comment dirais-je, approximatifs, et j'espère que cet exposé aura pu vous procurer un intérêt. Merci François. Effectivement, ça procure un intérêt parce qu'il y a déjà de nombreuses questions. Donc, tu n'en as pas encore fini. Et je voulais juste, avant, dire que plusieurs personnes s'interrogent s'il y aura des comptes rendus, des transmissions et tout ça. Je réponds oui, et j'en parlerai en fin de notre webinaire. Donc, je prends les questions pour François. Alors, une question de Stéphane, pardon. Stéphane Alosé. En effet, j'ai une question car je souhaite créer un sanctuaire de la biodiversité et j'ai le sentiment que les adventistes doivent et peuvent faire partie intégrante du projet. La question, comment optimiser leur interaction positive avec les plantes dites utiles au sens du Kosama pour l'être humain? Bon, je pense que tu as déjà évoqué un peu les choses, mais il demande sans doute que tu approfondisses un petit peu ce genre de choses. En fait, peut-être que le problème, c'est justement de sortir de cette question de l'optimisation. Tout le problème, c'est d'arriver à créer un système viable, c'est-à-dire un système qui réponde à un certain nombre de critères qui sont des critères, on va dire, de production, par exemple, et d'utilité. Des critères, pourquoi pas esthétiques, on en parlait, mais aussi des critères d'efficacité écologique du système dans son ensemble et, je dirais, de création ou d'expression de services écosystémiques. Et donc, en fait, si on cherche à optimiser, par exemple, exclusivement l'utilité alimentaire et qu'on ne conserve que des plantes qui puissent également contribuer avec notre alimentation, peut-être qu'on va risquer de passer à côté du sujet principal qui est l'ensemble des fonctions écologiques auxquelles peuvent contribuer les adventices. Je vais vous donner un exemple. Il est clair que dans les adventices consommables, on parlait des kénopodes. Les kénopodes, c'est aussi bon que des épinards. Ramassez-les dans votre jardin, il n'y a pas de souci. Honnêtement, ça fait des choses tout à fait, des préparations culinaires tout à fait délicieuses. Bon, ok, mais c'est vrai pour une plante, il y en a d'autres. Je ne sais pas, prenez la morelle noire, par exemple, ou les renoncules, les boutons d'or. Leur intérêt alimentaire, il est plus que réduit. Pour le bouton d'or, on peut encore accepter l'idée que de temps en temps, ce n'est pas si vilain et que c'est joli, le jaune dans les jardins. Mais ce sont des plantes qui posent réellement des problèmes. Et en fait, pour les maraîchers dont je vous parlais, le problème n'est pas de savoir si ces plantes sont utiles ou non, c'est de savoir quel est l'effort minimal auquel ils doivent consentir pour ne pas qu'elles deviennent un problème fondamental. Donc, en quelque sorte, ils sont dans ce que les orientaux appellent une philosophie du non-agir. Et la philosophie du non-agir, ce n'est pas la philosophie du rien à foutre ou du rien foutre, c'est la philosophie de dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour ne pas avoir à faire demain. Et c'est cette logique de projection dans le futur du travail qu'ils auront à accomplir et des impacts potentiels que le fait de ne pas faire ce travail leur fait qu'ils se situent. Donc, en fait, ils ne raisonnent pas tellement les mauvaises herbes en tant qu'espèce par espèce ou utilité de chacune de ces espèces. Ce qu'ils pensent, c'est bien le complexe culture adventiste comme un système.
Alors, Nicole Herman demande, pourriez-vous m'indiquer comment venir à bout des mauvaises herbes dans la pelouse au printemps? Celle-là, cette question, trèfle, plantain, coquelicot, voilà. Alors, petite réponse à cela? La première réponse, c'est posez-vous la question de savoir pourquoi vous voulez en venir à bout. C'est-à-dire venir à bout du trèfle dans une… Moi, j'ai un jardin hein, en Normandie, ça ne me viendrait absolument pas à l'idée d'éliminer le trèfle, par exemple. D'abord parce que quand ça fleurit, ce n'est pas vilain. D'autre part, parce que ce trèfle, il a un certain nombre d'utilités. D'abord, il a un effet couvrant par rapport qui est plutôt bon, ça repousse assez vite. Et puis, n'oubliez pas que c'est une plante fixatrice d'azote qui contribue à la bonne santé de ma pelouse. C'est vrai qu'en Normandie, les pelouses, elles ont une bonne tronche parce qu'il pleut un peu beaucoup. Mais moi, je suis dans l'Eure, c'est déjà, on n'est pas, c'est pas le Cotentin. Hein. Et idem pour les plantains. Les plantains, ils ne me gênent pas. De toute façon, effectivement, de temps en temps, on va tondre. Quand on tond les plantains, ils morflent comme tout le monde. Mais vous arrivez à avoir des pelouses dans lesquelles on peut marcher pieds nus, qui sont en fait des prairies naturelles et qui présentent des tas de vertus. En particulier, et vraiment en particulier, ça fait plusieurs années que je le note, c'est-à-dire que leur comportement vis-à-vis d'été très chaud ou sec, il est plutôt plus sympathique que le comportement d'un gazon parfaitement homogène et monospécifique, par exemple. Ça fera une transition avec la prochaine question, les vertus du plantain, puisque Françoise Dufresne nous dit « Désormais, les orties, plantain, ronces, gaillets, cratron et autres finissent en récolte pour tisane, donc mauvaises herbes ?» Point d'interrogation. Oui, cette question des utilités additionnelles, il a oublié souvent ou découverte simplement d'un certain nombre de plantes. C'est clair que ça vaut la peine. Ceci dit, moi, toujours en tant que jardinier amateur, j'aurais tendance à dire que le gaillet, je veux bien en faire des tisanes, mais si je devais consommer le gaillet qu'il y a quelquefois dans mon jardin en tisane, je dois dire que je ne sais pas s'il n'y aurait pas des effets secondaires liés à l'abus de tisane de gaillet. Après, le gaillet, typiquement, c'est une plante, j'évite qu'elle m'envahisse trop, en particulier toutes les zones où j'ai des buissons ou des pérennes. Et donc, ouais, j'essaye de faire en sorte de l'éliminer. Mais un peu, et tout à fait à l'exemple des maraîchers dont je vous parlais. Le problème, c'est comment faire pour minimiser le travail, pour contrôler le gaillet, c'est-à-dire à quel moment précis intervenir avec quelle modalité. Et concernant le gaillet, par exemple, c'est sûr que ça fait partie des plantes dont on a parlé avec les maraîchers. Et pour eux, le gaillet, il faisait partie des plantes qui allaient être virées dans les cas de désherbage très précoces, mais qu'il est intéressant, par exemple, d'éliminer par des faux semis. Et en tout cas, dès qu'il commence à prendre une certaine ampleur, doit être éliminé avant floraison. Donc, parmi les plantes adventices, il y en a sur lesquelles on va mettre probablement plus d'efforts que d'autres, parce qu'elles ont une capacité à s'installer durablement particulièrement pénible. Mais c'est bien installation durable qui leur pose problème, plus que concurrence immédiate avec les cultures. Jean-Daniel Béguin demande « Comment fait-on avec les plantes indésirables comme le datura ou l'ambroisie ?» Là, on tombe dans une autre catégorie. Dans une autre catégorie, tout à fait. De plantes qui posent des problèmes. Bon, l'ambroisie, évidemment, est un puissant allergène, très puissant, et qui pose vraiment des problèmes sanitaires. Donc, oui, il faut probablement… Là, le niveau auquel on doit l'accepter est probablement relativement bas. L'idée de l'éradiquer, c'est une fantaisie. Certes, vous l'éradiquerez dans un champ que vous contrôlez, mais sur le bord de la route, en bordure d'un bois ou ailleurs, cette plante continue à progresser. L'idée qu'on puisse contrôler les invasives fait partie pour moi des mythologies. Mais bon, tout le problème, c'est quand même de la contenir
le plus possible là où on peut, dans un état où elle ne pose pas de problème d'allergie. C'est-à-dire, il faut arriver à éviter que cette plante ne dépasse un stade purement végétatif. La Jean-Daniel datura, est, non, la Jean-Daniel datura est agriculteur. pose le même genre de problème. Oui, mais enfin, c'est des plantes qui sont très, très difficiles à éliminer, c'est clair. Mais du point de vue sanitaire, euh, en fait, on ne peut pas faire incomber la responsabilité des nuisances potentielles liées à telle ou telle plante nocive à un agriculteur pris isolément. On doit être dans des stratégies-là, c'est-à-dire que l'agroécosystème qu'on doit considérer, il est quasiment à l'échelle régionale. Et donc engager toute une série d'acteurs qui ne sont pas nécessairement que des agriculteurs. Régis Triolet vous demande, existe-t-il des publications sur la valeur ajoutée apportée par les mauvaises herbes redécouvertes? Intérêt agronomique, qualité nutritionnelle pour l'alimentation humaine, qualité esthétique. Alors, Régis Triolet est à l'enseignement agricole, est à la DGER, voilà. Ouais. Alors en fait, bon, moi il se trouve que enfin, le travail qu'on a fait là avec les maraîchers est pour moi une aventure assez relativement récente. Je me suis lancé dans ce genre de sujet il y a une dizaine d'années. Auparavant, moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions agriculture et biodiversité. Et dans les enseignements de ces travaux sur comment arriver à concilier production agricole et conservation de la biodiversité, on s'était rendu compte que dans les facteurs qui pouvaient, en particulier concernant les oiseaux, la plupart des passereaux de milieux agricoles sont des oiseaux qui ont un double régime alimentaire, en quelque sorte, c'est-à-dire qui se nourrissent principalement d'insectes au printemps, au moment où ils nourrissent leur couvée, et principalement de graines en fin d'été, début d'automne, au moment où ils constituent des réserves corporelles qui leur permettront soit de passer l'hiver, soit de faire une migration longue. Et dans les facteurs explicatifs de l'effondrement de la biodiversité aviaire dans certains secteurs, très petites régions agricoles françaises, enfin, ça c'est des travaux qu'on faisait à l'échelle vraiment petite région agricole, on avait toute une série et aucun n'est le seul facteur explicatif. Mais quelque chose qui était assez évident, c'est que plus on était dans des zones céréalières avec des très grandes pièces et donc très peu de zones et très désherbées, et très peu de zones. Effectivement, plus les pièces sont grandes, moins l'aire qui délimite deux pièces va être importante. Qu'en fait, il y avait une corrélation entre le nombre d'espèces susceptibles de faire des graines consommables par les oiseaux l'automne. En français, c'était essentiellement des mauvaises herbes et les populations d'oiseaux. Voilà, donc, et moins il y a d'oiseaux, plus il y a des risques, par exemple, de pullulation de pucerons au printemps ou d'autres insectes. Plusieurs auditeurs demandent, les sous-semis de plus en plus actuels en agriculture ont-ils se généraliser? Les sous-semis, c'est-à-dire les semis sous couvert vivant, vous voulez dire, j'imagine. Je suppose, hein. C'est Laurent Kraft qui Ouais. nous demande ça, Jean-Pierre Jolas. Alors, clairement, dans les solutions pour faire avec les mauvaises herbes qu'on voit plutôt en grande culture maintenant, et qui commencent à donner des résultats, c'est-à-dire, il faut quand même reconnaître que la recherche scientifique s'y est pas autant intéressée que ça, hein, et que souvent, ces techniques nouvelles viennent des praticiens eux-mêmes. Mais on voit de plus en plus de gens qui sont passés du semi-direct avec l'utilisation de glyphosate, mais qui, pour une raison ou une autre, qui peut être d'ailleurs quasiment morale, leur faisait souci, qui sont passés sur des techniques, alors, sous couvert qu'on grille et finalement on crée un mulch et on sème dans ce mulch, qu'on grille généralement à coup de gel, hein, et donc on utilise un couvert vivant mais qui va se dégrader en quelque sorte, soit carrément des couverts vivants et en particulier des couverts vivants à base de légumineuse. Et ces techniques ne sont pas faciles à mettre au point. Il faut reconnaître que ceux qui s'y sont risqués
avait une certaine audace. Mais aujourd'hui, on voit quand même des résultats extrêmement intéressants de semis sous couvert vivant, avec certes des diminutions des rendements des cultures qu'on sème, colza, blé ou autres, mais quand même un intérêt économique massif, puisque, alors là, vraiment, la réduction des interventions culturales est très importante par rapport à des techniques plus habituelles avec ou sans labour, et permet effectivement pour le cultivateur de compenser les pertes de rendement éventuelles. D'autre part, ces semis sous couvert peuvent être également utilisés après une fauche, par exemple en début d'automne, pour alimenter des animaux. Ce qui repose la question de ces espaces agricoles sans animaux d'élevage qui ont tendance à se multiplier dans notre pays, où les zones historiquement de polyculture-élevage ne deviennent plus que des zones de polyculture pure. François Lelong a juste une petite question. Comment s'appelle le concept de culture avec les trois sœurs? Les trois sœurs étant citrouille, maïs, haricot. Alors, le système de culture et la parcelle s'appelle una milpa. Milpa, c'est le nom des langues nahuatl. Il y a les langues à lesquelles appartiennent les Aztèques qui désignent ces champs. Et en fait, ce nom est le même d'ailleurs dans les cultures mayas. Donc, c'est vraiment un nom qui a été adopté par toutes ces cultures. Et alors là, par contre, si vous lisez l'espagnol et que vous avez accès à des revues universitaires peu fréquentes dans les bibliothèques françaises, en particulier mexicaines, il y a une littérature très, très, très abondante, justement sur les savoirs écologiques spécifiques de la gestion des adventices dans ce type de culture. Francis Blanchard, que faire lorsqu'une herbe domine une parcelle au détriment de tout semis et ne peut être éliminée par binage? Bon. Vous robinez. Voilà. OK. Oui, il y a un moment où il faut savoir faire des sacrifices. Voilà. Un petit Après, il y a des plantes qui sont vraiment casse-pieds, hein, ça, il faut reconnaître. Hein. Il y en a, on préférerait quand même les avoir chez le voisin que chez soi. Hein. Je vais prendre deux petits commentaires là. Denis Pépin qui nous dit « Les trèfles dans ma pelouse nourrissent les pigeons qui les broutent et de fait délaissent les pois et haricots. » Et on a également Jean-Louis Tellier qui nous dit « Merci pour cet exposé. Il confirme mon approche de la permaculture de l'agroécologie dont le MOOC de France Université Numérique vient de commencer la 6e édition de la formation en agroécologie. La nature est bien faite, sachons l'observer et la copier au lieu de vouloir la combattre ou la détruire à tout va. » Donc, deux petits commentaires. Alors, Véronique, parce qu'on va devoir conclure, Véronique Fréjaville, avec le réchauffement climatique, les mauvaises herbes peuvent permettre d'économiser l'eau. Oui, un bel exemple, un très bel exemple, c'est la vigne enherbée en conditions méditerranéennes. Les viticulteurs méditerranéens ont un problème énorme. C'est que les pluies qu'ils avaient fin juin ont tendance à disparaître avec le changement climatique et ils ont un vrai problème avec leur vigne. Et en fait, certains qui s'en doutent depuis plus longtemps. C'est-à-dire, plutôt que de chercher à arroser, sachant que l'eau risque de finir par manquer, alors peut-être que ce n'est pas une solution très durable, en fait, pratique l'enherbement systématique des vignes et un enherbement, il laisse faire, hein, et tout en changeant la conduite complète de la vigne, de la taille en verre, de l'égrappage, etc. Et beaucoup expliquent, moi j'ai pas mal travaillé avec des viticulteurs de ce type-là, beaucoup expliquent en fait que tout l'enjeu, c'est d'obliger la vigne à aller chercher la flotte au fond. Et que les techniques, soit de désherbage chimique, soit de désherbage mécanique systématique, avaient pour défaut de mettre la vigne dans un confort total qui faisait qu'elle continuait à explorer un horizon très superficiel et très séchant. Et les mauvaises herbes, appelons-les comme ça, des vignes, ont un enracinement beaucoup moins profond,
généralement vont être grillés par la sécheresse, et plutôt que de les couper, on les roule simplement, et ça crée un mulch qui va créer quand même un tampon qui limite l'évaporation du sol. La vigne continue à transpirer, évidemment, mais le sol évapore moins. Et de fait, ces viticulteurs tiennent leurs vignes sans irrigation et surtout avec des taux d'alcool dans le raisin beaucoup plus faibles. Or, moi, j'ai un très bon copain dont le problème, qui est rentré dans cette réflexion-là, le jour où il a sorti, pas très loin entre Nîmes et Montpellier, où il a sorti des merlots à 16,5 degrés. Donc, non commercialisable, puisque jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas le droit de mouiller les vins. Alors merci, on va devoir en rester là. Merci François.